il a quitté la Mecque stratégie voilà. Pour Médine. Voilà. Et à partir de Médine, maintenant, il s'est constitué un État. Et il a instauré, le prophète Mohammed... Il a bâti une armée. Attendez, avant. Oui. Il a promulgué une constitution. La constitution de la cité-État de Médine. Eh bien, monsieur Migan, c'est la toute première constitution écrite et promulguée par un souverain que la terre ait connue. Parce qu'avant le prophète Mohammed, il n'y avait pas eu de constitution. Il y avait des traités, il y avait des édits, des souverains, oui. Mais pas de constitution. Donc nous avons hérité du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la toute première constitution écrite. Absolument. Eh bien, la constitution de la cité-État de Médine n'est pas le Coran. Il ne faut pas confondre. Du tout. La constitution est à part, le Coran est à part. Là, déjà, ça prend une connotation politique. C'est un chef d'État qui a promulgué une constitution. Ouais. Donc, il avait une armée et il a affronté les Mécois et il a regagné la Mecque. Voilà. Et il a instauré maintenant l'islam comme religion. Et maintenant, tout le monde a reconnu... D'où la djihad. Non, au départ oui, la djihad, ça consistait à affronter les Mécois qui ne voulaient pas voir l'installation de l'islam. Absolument. Eh bien, à la fin, lorsque le prophète Mohammed a conquis la Mecque, il a proclamé la victoire de l'islam sur les mécréants qui ne voulaient pas voir son installation. Eh bien, le prophète Mohammed a dit, nous revenons de la petite guerre sainte à la grande guerre sainte. C'est-à-dire quoi? La guerre contre notre propre âme. La guerre pour instaurer l'islam est terminée. Maintenant, il faut faire la guerre pour changer l'homme, voilà, pour lui donner les belles valeurs de l'humanisme. Pour permettre à l'homme de s'accomplir en tant qu'humain. Tout à fait. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. Monsieur Migan. Le docteur Sénégan évoquait tout à l'heure une problématique assez forte. Il disait en l'occurrence l'appauvrissement de nos pays, de nos peuples, les injustices sociales, politiques, économiques, bref, la misère matérielle, qui conduit souvent à la misère morale. Est-ce que ce n'est pas ça, disons, les fondements pervers qui ont fait ressurgir en l'homme ces idées d'intolérance, disons, d'affrontement. Et s'il y avait dans le Coran aussi un passage qui dit que de guerre, quand on peut réciter d'attentats, des terroristes, avant de mourir, on est sauvé. Non, il n'y a pas ça dans le Coran. Okay. Bien, ce que vous dites, M. Migan, est pertinent. Je conçois et je vous concède que ces états de misère de l'homme, d'injustice, de frustration, favorisent le terreau, n'est-ce pas, le terreau des manifestations violentes. Mais le problème fondamental, il consiste à un non-respect d'une dignité qu'est la religion musulmane en l'occurrence. Le non-respect de cette religion fait que, moi je ne vais pas rentrer dans l'histoire de centaines d'années auparavant, je viens du reste dans le contexte contemporain. Oui, absolument. Monsieur Sénégan parlait tout à l'heure du terrorisme d'État. Nous tous avions suivi le 11 septembre 2001. Oui. Les attentats. Les attentats du World Trade Center ont été suivis par tout le monde et condamnés par tout le monde. Bien sûr. Les musulmans que nous sommes en premier. Bien sûr. Bien. De prime abord, cela est inconcevable. Qu'on voit un groupuscule, on a dit à peu près 20 personnes qui se sont mis ensemble pour accomplir ces attentats-là. Oui. Bien. Quelle a été la réaction du peuple, des Américains, en l'occurrence du président américain George Bush, dont a parlé M. Sénégan tout à l'heure? La première réaction, c'est d'aller chasser du pouvoir le gouvernement afghan, qui a été le protecteur de Ben Laden. Oui, le gouvernement des talibans. Le gouvernement des talibans. Voilà. Et deuxièmement, d'aller détruire l'Irak. L'Irak qui n'avait rien à voir avec le terrorisme de Ben Laden. Parce que l'Irak était
un État arabe puissant. Donc, George Bush fils a choisi d'aller le détruire en émettant un mensonge. Le mensonge a été reconnu par le gouvernement américain aujourd'hui. George Bush fils nous a dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, etc., etc. Ce qui ne s'est pas avéré. Et aujourd'hui, le gouvernement américain même a reconnu que George Bush a menti. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai constaté quelque chose. George Bush fils nous a parlé de l'axe du bien contre l'axe du mal. Oui, en pointant l'axe du mal, il pointait l'extrémisme islamique. Non. Si cette laisse-là, il a parlé de l'Iran, il a parlé de la Corée du Nord comme étant les pays qui faisaient partie de l'axe du mal. Et lui, américain, l'axe du bien. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Iran a détruit depuis que George Bush a parlé? Qu'est-ce que la Corée du Nord a détruit depuis que George Bush a parlé? Mais c'est lui qui a détruit. Donc, il nous a fait miroiter l'eau comme étant le feu et le feu comme étant de l'eau. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, donc ça rejoint ce que nous disons, nos injustices. Voilà. Et la non-reconnaissance du droit. Oui. Le déni d'humanité. Même. Parce que ce terrorisme-là, d'État, et le terrorisme des groupes, c'est la même chose. Aujourd'hui, justement, que pense, je m'adresse au professeur Emmanuel Sénégan, que pensent justement les chrétiens puristes, les islamistes purs qui croient, disons, aux valeurs morales, valeurs de tolérance, aux valeurs humaines de nos religions révélées, par rapport justement à l'ampleur que le mal prend, par le biais justement de la religion. Si je parle aujourd'hui sans porter de gants, c'est pour que demain, on se souvienne que quelqu'un a dit quelque chose. Je ne vais pas porter de gants. Oui. Je vais faire sortir le 15 août prochain un livre intitulé « Dieu, le chrétien, le politicard et la politique ». Le 15 août prochain. Qu'est-ce que vous y mettez? Ce que j'y mets, j'ai fait l'analyse de la nation a échoué. Les pays ont échoué. Faute de qui? Et j'ai rappelé dans ce livre que j'ai écrit au président Yaïboni quand il était arrivé au pouvoir en 2006. Je lui ai dit, Monsieur le Président, faites très attention. Ceux qui vous ont entouré sont ceux qui avaient encerclé Kérékou. Et j'avais ajouté, ils ont dit à Kérékou de fermer les yeux pour prier. Avant que Kérékou nous les yeux, ils se sont remplis plein les poches. Et j'ai ajouté, c'est avec le Coran. Vous avez une belle image là. Et j'ai ajouté, vous allez voir ce que j'ai ajouté, que ça concerne tout le monde. C'est avec la Bible à la main droite, le Coran à la main gauche, la croix au cou et les talismans au rein qu'ils ont pillé le Bénin. J'ai dit en 2006. On a vu le mandat de 2006. J'ai fait 2 analyses que je ne vais pas ajouter dedans. Et à Kérékou aussi, j'avais écrit une lettre. J'ai rappelé ça dans l'introduction. Ce n'est pas le moment d'exposer le livre, c'est un peu plus tôt. Je veux que nous disséquions la chose vis-à-vis de l'Afrique et du Bénin. Parce qu'il faut qu'on tire après des conclusions et des essais de solutions pour que ce qui arrive ailleurs ne nous arrive pas. Allez-y vite. Voilà. Oui. Rapidement, je vais aborder la situation du Mali. Pour être plus concret. Et la situation de Boko Haram. Avec la partition de ce pays, ce grand pays africain, Menela, en Sardine, AQMI, aujourd'hui des forces d'occupation du Nord Mali, mais qui ne s'entendent plus. Et déjà, avant que je le continue, il faut que chacun sache les 54 pays et demi de l'Afrique. Parce qu'on a 54 pays et demi. L'Azawad représente le demi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. L'Azawad, il se trouve Azawad dans chaque pays d'Afrique. C'est-à-dire les gemmes qui apportent à créer son azawad dans chaque pays. Mais que chaque pays prenne conscience de ce que j'ai dit pour commencer à éteindre le feu de l'azawad de son pays. Qu'est-ce qui amène les gens? Soit les gens se pensent, voyez, le développement économique n'atteint pas certaines régions. Ils se disent, ah, nous on est les oubliés. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de... Là-bas, il y a l'aéroport, etc. Mais nous, on n'a même pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Vous voyez? Donc, la mauvaise répartition des richesses du pays peut amener à l'azawad de chaque pays. Sentiment d'exclusion. Ça, c'est un. Mais historiquement,
la rébellion Touareg, c'était un peu partout. Il y a au Niger, il y a au Mali, un peu partout là. Ça date depuis 1916. Les origines depuis 1916. Et juste avant l'indépendance, en 1958, c'était la dernière rébellion. Maintenant, après les indépendances, la rébellion qu'il y a eu, c'était en 62-63. Ça a été maté. Vous voyez qu'on peut gagner la guerre et perdre la paix. C'est ce que je veux dire. On peut gagner la guerre et perdre la paix parce qu'ils ne sont pas musclés financièrement et militairement. C'est maté. Mais on ne peut pas mater le cœur de l'homme. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il pense, qu'ils sont sous-représentés, etc. Oui. À partir de là, il y a eu les accords. L'accord de Tamaracet et l'accord d'Alger. Il y a même eu en 1996, on a brûlé 3000 armes. Ce n'est pas le cœur de notre sujet. Mais je voudrais qu'on revienne un peu au cœur du sujet. Alors oui, l'extrémisme islamique, oui. Aujourd'hui, que faire? Comment gérer ce mal tentaculaire qui prend, vous l'avez dit, hein, qui prend des formes diverses. C'est comme l'hydre de Lerne, ce serpent à 7 têtes. Et quand on coupe une tête, ou bien quand on coupe, eh bien, aussitôt, les têtes repoussent. Oui. Alors, comment gérer justement cette problématique? L'extrémisme islamique, le radicalisme dans cette religion chère à nos cœurs, qui est une religion de valeur, de tolérance. Mohamed Bachir Souman. Oui, je pense que nous devrions quand même changer notre fusil d'épaule, comme dirait l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la répression. Nous devons activer d'autres leviers. Oui, mais en général, l'homme, c'est ça, face à la force, oui. La réaction, c'est l'utilisation de la force. Vous évoquez tout à l'heure, voilà. Après le World Trade Center, voilà. George Bush a envoyé les bombardiers sur les talibans à Kaboul. Voilà. Oui. Voilà. Et il a détruit... Maintenant, oui. Maintenant, alors, ici, chez nous, en Afrique. Oui, revenons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit qu'il ne faut pas utiliser la répression. Il n'y a pas que la répression. L'islam a-t-il des écoles de pensée pour parler au cœur de ces gens-là? Mais il s'agit des hommes. Il s'agit d'hommes, oui, mon cher ami. Oui, quelle proposition vous faites? Je vais vous donner un exemple. Il y a eu des élections en Algérie dans les années 90. Les élections législatives remportées par le FIS, le Front islamique du Salut, à l'époque. Oui. Question. Qu'est-ce qui s'est passé? Question justement. Faut-il que, sur la base de la religion, un parti politique demande à arriver au pouvoir? Ah non, attention. C'est une question. Attention, Gérard. Non, je pose des questions. Donnez-moi une réponse. Non. Écoutez. Il faut soyons clairs. Non, je pose une question. Soyons clairs. Soyons clairs. Au Bénin, est-ce que vous avez vu un parti politique religieux musulman ici? Il n'y en a pas. Non, pas du tout. Bien. Ni chrétien. Ni chrétien. Oui. Bien. Mais en Algérie, il y en a. Il y en a eu. C'est autorisé par l'État. Par la Constitution de l'Algérie. Tout à fait. Donc, le Front islamique du Salut a été créé. Le Front islamique du Salut est allé aux élections. Le Front islamique du Salut a gagné les élections. Eh bien, on a vu là-dedans que c'était une mauvaise élection. Et on a frustré le Front islamique du Salut de sa victoire. Ça a été au vu et au su de tout le monde. La base de départ, c'était donc que la Constitution n'accepte pas qu'un parti politique vienne sur des bases religieuses. Non. Est-ce que c'était... Non, c'était pas ça. C'était que c'était... Non, c'est-à-dire qu'on l'a frustré sciemment. Non, je dis que la base de départ, c'était qu'une constitution n'accepte pas qu'un parti vienne sur des bases religieuses. Oui. Mais sinon, la constitution l'avait autorisé. Justement, c'était une erreur. Moi, je ne sais pas si c'était une erreur, mais la constitution l'avait autorisé. Bon, la suite nous prouve que c'était une erreur. Voilà. Oui. Donc, c'est le Front islamique du Salut qui avait gagné les élections. Et ayant été frustré, le Front islamique du Salut s'est mué en GIA, groupe islamique armé. Le groupe islamique du Salut, le groupe islamique armé ensuite s'est mué en groupe salafiste de prédication et de combat, GSPC. C'est le même groupe qui s'est mué ensuite maintenant en AQMI au Maghreb islamique. La résolution de ce problème là concerne l'Algérie, et l'Algérie est tranquille, puisque
on ne voit plus les bombes au sein de l'Algérie son pays. a éteint l'incendie qui est à l'intérieur. Et il a extirpé de sa zone pour le désert. Bien, donc c'est ce groupe-là maintenant qui sème la terreur au Mali. Mais, mon cher ami... Mais ce groupe-là était aussi avec le colonel Kadhafi. Ah, non, ne mélangeons pas, c'est pas ça. Il n'était pas avec le colonel Kadhafi, voilà. Il était dans le désert. Ils étaient avec... Maintenant, c'est la rébellion Touareg qui était beaucoup plus avec c'est la religion Touareg qui était avec le guide libyen. Et maintenant, la rébellion Touareg a fait collusion avec Acmi et en Sardine. Au départ. Pour gagner du terrain. Pour gagner du terrain. Dans le désert malien, oui. Maintenant, on les a écartés pour... Bon. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une situation incontrôlée dans cette zone-là qu'on ne comprend pas. Je voudrais qu'on évoque les solutions. Oui. Nous n'avons pas plus de 6 à 7 minutes d'entretien encore. Alors venons-en à des solutions pratiques. Qu'est-ce qui peut faire que le monde puisse freiner l'islamisme radical, l'extrémisme islamique, avec toutes ces connotations de violence et de déni d'humanité, les morts violentes, des gens qu'on tue dans le nord du Nigeria avec Boko Haram, ceux qu'on tue, les femmes qu'on viole, ceux qu'on assassine dans le désert malien, ailleurs dans les grottes de Tora Bora en Afghanistan, à Kaboul et ailleurs, les attentats par-ci par-là dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça, pour que l'homme devienne plus humain? Merci, monsieur. Oui, Dieu avait dit que c'était un paradis qu'il voulait faire de la terre. Aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Vous permettez que je cite 3 personnalités. Allez-y. Le président ATT, le président Yaïboni et le président Youssouf Mahaman du Niger, pour leur compréhension de la situation. D'accord. Allez-y, développez donc. ATT rapidement. Disait le 15 mars sur RFI, dans Figaro, le 15 mars 2012, et je cite, « Le Mali subit les effets collatéraux de la guerre en Libye qui était devenu le magasin d'armes à ciel ouvert le plus important du monde, le moins cher et le mieux achalandé. » Ça veut dire que c'est une situation donnée qui amène ça. Le président de la République du Bénin, président en exercice de l'Union africaine, dit ceci, et je cite sur RFI, le 21 février de cette année 2012, « La crise au nord du Mali est une conséquence de ce qui s'est passé en Libye, mais avec des effets collatéraux vers des pays comme le Burkina, qui aujourd'hui a reçu plus de 10 000 réfugiés, la République du Niger, etc. » Enfin, le président du Niger aussi dit ceci, « La crise est liée à la défaite de Mouammar Kadhafi qui a catalysé les velléités de rébellion et d'indépendance ou au moins d'autonomie de l'Azawad. » Nous avons vu que, si on veut parler globalement, on va perdre les solutions. La solution maintenant, pour que ça n'arrive pas au Bénin, pour que ça s'éteigne au Mali, que ça arrive. Que ça s'éteigne dans le monde entier. Oui, voilà. Mais à partir de l'Afrique. C'est-à-dire, refaisons de la terre une zone de bien-être, de paradis, de paix. Il doit y avoir un code international. Dans aucun pays du monde, il doit y avoir un gouvernement qui impose la loi de sa religion. La foi est une question personnelle. Et on doit laisser... Personne ne peut venir pour dire tout le monde doit être chrétien. Tout le monde doit faire la Bible. Personne ne doit venir pour dire c'est la charia qu'on va vous couper la main. D'ailleurs, je vous rends hommage, El Hadj, j'ai suivi une de vos émissions sur Golf où vous avez dit que c'est vrai que Jésus, dans la Bible, il a dit si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux l'enlever. Ou bien si c'est ton bras de couper. Et vous avez fait cette analyse pour dire que la charia n'est pas applicable. Que depuis qu'on a dit ça dans la Bible, combien d'aveugles on a tués? Combien de gens on a amputés? Ça, c'est bien. Donc, c'est une interprétation. Parfois, de fausses interprétations nous amènent à de fausses réactions. Donc, je pense que ça doit être un code international. Nulle part au monde, personne ne peut venir. Il peut avoir sa foi, mais pas l'imposer aux autres. La deuxième chose, c'est que la famine doit s'éteindre. Les injustices. Il y a l'Azawad au Bénin, entre griffes. Vous comprenez ce que je dis? Ça ne va pas et il faut faire quelque chose pour que ça n'arrive pas qu'aux autres. Je le dis parce que personne n'a intérêt que ça arrive au Bénin. Si ça arrive, on sait quand ça arrive, mais on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Et on sera obligé de militariser les économies. Il y a aussi une solution que l'Union africaine a adoptée, mais qui n'est pas encore mise en œuvre. Ce qu'on appelle les forces africaines en attente. C'est chaque pays. Le Bénin, par exemple, devait fournir
un contingent de 120, je crois, gendarmes et 130 militaires. Et les entraîner, les équiper pour aller, en cas qu'il y a quelque chose, chaque pays rassemble ses forces en attente pour aller contrecarrer. Mais les pays dont on parle manquent de moyens. Et puisque ici, la guerre qui est déclenchée aujourd'hui contre l'Afrique à partir de l'Azawad, ça va s'étendre si on n'était pas ça, est née de la crise en Libye qui n'est que la crise du pétrole de Libyen. Donc, c'est ceux qui ont allumé le feu qui doivent venir pour nous éteindre le feu. Voilà que l'Union africaine a fait une note et on dit que d'aller reprendre sa copie pour envoyer des forces pour éteindre ça. On espère qu'il n'y a pas, disons, des conflits d'intérêts là-dessus. Le grand désert, c'est une zone de richesse aussi. C'est le pétrole. C'est clair. Est-ce que ça ne suscite pas des convoitises? Voilà. Est-ce que justement, ce que je voulais dire, le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous l'évoquez, Emmanuel Sénégan, va accepter peut-être de soutenir l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, pour aller Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. L'Afrique doit se prendre en charge. Les rebelles du Nord Mali. Oui. Alors, quelle proposition faites-vous? Certainement pas, certainement pas. Oui. C'est-à-dire que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu dans cette zone-là. Oui. Brossez ça rapidement et que le chaos... Et revenez à ma question fondamentale. Oui. Que faire pour changer le cœur de l'homme dans sa globalité? C'est un autre domaine, Monsieur Migan. Oui. Oui, c'est un autre domaine, c'est un domaine fondamental d'ailleurs. Maintenant, le problème, il est trop sérieux. C'est-à-dire quoi? Les forces et les moyens mis en œuvre dans cette zone de l'Afrique aujourd'hui font que nous, qui sommes à l'extérieur de ces zones-là, ne percevons pas exactement de quoi ils retournent. Nous avons juste quelques images. Mais il y a des... On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ah oui, il y a des gens, il y a des lobbies qui tirent et qui veulent tirer intérêt du chaos en Afrique. C'est ce que je constate. Parce que je ne peux pas comprendre ce qui se passe. Merci, Eladj. Et il faut voir le film documentaire intitulé « La face cachée du dollar américain vers le nouvel ordre mondial ». Comme ça, vous allez savoir, les 5 piliers du nouvel ordre mondial, ils vivent à travers le chaos de nos pays. Mais c'est à nous on ne doit pas toujours pointer les doigts vers eux, donc de nous organiser. Voilà, nous ici, là, nous constatons seulement. Comment faire tout de suite, là? On ne peut pas dire ici, entre vous et moi, dire, bon, on va décréter le cessez-le-feu là-bas. On ne peut pas. Oui. Maintenant, je dis que nous devrions laisser la répression et prendre en main la négociation. Par rapport au groupe islamique radicaux. Oui. Pour moi, il me semble que, étant donné que la foi islamique impose qu'il n'y ait pas de contrainte dans la religion. C'est écrit dans le Coran. Vous avez la foi, j'ai la foi, mais votre vue diffère de la mienne. Si vous vous contentez de la lettre du Coran et que moi, je vais au sens du Coran, à la pénétration du Coran, on n'a certainement pas les mêmes vues, les mêmes aspects du même Coran. Oui, mais et je n'impose pas, et je ne vous impose pas mon point de vue, vous ne m'imposez pas le vôtre. Oui, Eladj, c'est de bonnes intentions. Mais au point où nous sommes arrivés, il faut combiner la force et la négociation. C'est dans la force que les gens d'en face vont comprendre que la puissance de feu qui les accule doit les amener à s'asseoir pour négocier. Mais monsieur, il faut qu'on combatte AQMI, qu'on combatte Boko Haram, qu'on combatte... Je suis d'accord, monsieur Sénégan. Mais vous voulez combattre qui? Vous voulez combattre qui? Regardez ce qui se passe en Syrie. Merci. On va combattre qui? Mais c'est vrai. Le droit, et je voudrais terminer. La situation me permet 1 minute pour conclure. Vous allez conclure tous. C'est ça. C'est fini maintenant. C'est ça. Voilà, j'ai écrit dans mon livre Géopolitique, géostratégie et mondiale, à la page 14, cette phrase très importante. Il ne faut jamais être naïf. Si la survie de l'Occident passe par la recolonisation de l'Afrique et la même mise sur ses ressources naturelles vitales, cela se fera sans état d'âme. Ne croyez pas au principe de droit international et de paix. Ce sont toujours les faibles qui croient à ces chimères. Le jour où l'Afrique aura sa bombe nucléaire, on ne viendra plus bombarder
la Libye sans l'autorisation de l'Union africaine. Et aussi l'Union africaine n'a pas encore le prestige qu'il faut. On ne peut pas créer une institution autonome qui doit être financée, dont le fonctionnement doit être financé de l'extérieur. Prenons-nous en charge. Alors, votre dernier mot. Je pense que les Africains que nous sommes avons une autre approche de la chose, de la question. Nous sommes des gens paisibles. Les Africains, nous sommes des gens paisibles. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Et nous sommes des serviteurs même au niveau universel. Parce qu'il n'y a pas un peuple qui prenne les Africains pour serviteurs. C'est-à-dire quoi? Nous avons ce qu'on appelle la force tranquille. Et la force tranquille, c'est la force spirituelle qui fait l'homme, qui lui accorde la force. La force et la puissance d'agir de manière opérative sur les éléments. Eh bien, les Africains sont aujourd'hui à même de développer cette force-là si spirituellement ils sont réalisés. Et à partir de là, nous voyons que tout ce qui se passe dans le désert, etc., ne pourra pas venir en ville ici. En ville, nous sommes des gens civilisés, nous comprenons. Nous savons que le musulman, le chrétien et l'adepte des religions traditionnelles doivent vivre ensemble. Et personne ne doit imposer sa foi ni sa loi à qui que ce soit. J'espère bien que vous serez entendu. On n'a pas le choix. Vous serez entendu aussi, Dr. Emmanuel Sénégan. C'est la réalité du terrain. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui choisit pour son héritage. Psaume 33, verset 12. Question, l'islamisme militant gagne-t-il du terrain sur le continent africain, en particulier en Afrique noire? Eh bien, au Sahel, les actions des groupes terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb sont souvent donc présentées comme des actions de